Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre émission de géopolitique hebdomadaire Carte sur table de ce samedi 21 octobre. 2 semaines après les tirs de roquettes sur Israël et l'incursion de commandos du Hamas qui ont semé la terreur dans de nombreux kibboutz et suivi de bombardements sur la bande de Gaza. On compte désormais par milliers le nombre de victimes dans les deux camps et il est à craindre que ce bilan soit loin d'être définitif. Dernières informations en date, le voyage à Tel Aviv de Joe Biden, le président américain, et l'ouverture d'un corridor humanitaire à Rafat. Depuis lors également, il nous faut déplorer l'assassinat en France, à Arras, d'un enseignant par un islamiste, mais aussi le meurtre de 2 supporters de football suédois en Belgique. Sans oublier, pour revenir à Israël, la mort d'une vingtaine de ressortissants français lors de l'attaque du Hamas et un certain nombre de Français également retenus en otage par les terroristes. De là à penser que les accords de paix d'Oslo sont définitivement enterrés, il n'y a qu'un pas car on ne peut pas imaginer qu'après de telles tueries, les Israéliens et les Palestiniens pourront renouer le dialogue. Tellement la colère et même l'esprit de vengeance, la haine sont grands dans les deux camps. Nous reviendrons bien sûr sur cette actualité avec mon invité Ibrahima Thiam, président du mouvement sénégalais à Notre Avenir et conseiller spécial de l'ancien Premier ministre Abdoul Baye, candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Avec lui, j'évoquerai aussi le récent sommet qui s'est tenu à Pékin, en présence de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, et un grand nombre de chefs d'État de la zone Asie, dans le cadre du Forum des Nouvelles Routes de la Soie. Et nous parlerons également de la situation au Soudan, où la guerre entre 2 factions militaires rivales qui se font face, et où selon l'ONU, on assiste à la plus grande crise de déplacement interne du monde. J'ai intitulé notre émission d'aujourd'hui « Israël, Chine, Soudan, entre guerre et paix ». Ibrahima Thiam, bonjour. C'est bien sûr à dessein, vous l'avez compris, que j'ai choisi ce titre en référence au roman du grand romancier russe Léon Tolstoï, car à l'heure où on s'entretue au Moyen-Orient et en Afrique, à Pékin, l'heure est au business. Bonjour Jean-Yves Duval. Vous avez raison, mais de tout temps, les guerres n'ont jamais empêché les affaires de se poursuivre. Cela peut paraître cynique, mais c'est une triste réalité. D'ailleurs, Poutine est lui-même confronté à une guerre en Ukraine et pour autant, il est allé à Pékin discuter avec son homologue chinois d'échanges commerciaux bilatéraux. On peut le déplorer, mais c'est ainsi depuis toujours. Revenons-en à la situation en Israël, où la situation, loin de s'apaiser, a connu de nouveaux pics de tension avec le bombardement d'un hôpital où chacune des 2 parties se rejette mutuellement la responsabilité de l'explosion, qui aurait fait d'ailleurs de nombreux morts et blessés. Une fois de plus, ce sont des victimes civiles qui ont été prises pour cible, n'est-ce pas particulièrement révoltant? Bien sûr, c'est abominable. Et là encore, c'est à l'image de toutes les guerres où les innocents paient un très lourd tribut. Ici, comme au Soudan que vous évoquiez tout à l'heure, c'est particulièrement abject lorsque la cible, comme c'est le cas, est un hôpital qui est là précisément pour soigner des malades, mais surtout des blessés de ce conflit. Un hôpital est un sanctuaire protégé par toutes
les lois internationales, dont la Convention de Genève, et ne devrait jamais être pris pour cible, afin d'épargner la vie des malades, des blessés, mais aussi des soignants. Selon les Israéliens et les Américains, il s'agirait d'une roquette lancée du cimetière voisin, mitoyen l'hôpital, par des militants du djihad islamique et non d'une bombe israélienne. Alors, roquette qui aurait explosé d'ailleurs accidentellement sur l'hôpital. Cela ne change rien à la réalité et au terrible bilan humain. On ne saura sans doute jamais qui est l'auteur de cette abomination, chacun se renvoyant mutuellement la responsabilité de cet acte monstrueux. Mais le fait est là. Et je sais qu'on parle de guerre, mais dans toute guerre, il y a des actes qu'on doit s'interdire, faute de perdre son humanité. Est-ce qu'un acte de barbarie doit répondre à un autre acte de barbarie? Bien sûr que non. Il faut arrêter d'urgence cette escalade de la mort qui rendra impossible pour plusieurs générations d'Israéliens et de Palestiniens tout espoir de réconciliation et de coexistence entre ces deux peuples. Joe Biden, à Tel Aviv, a répété à Netanyahou que la seule solution possible de paix pour l'avenir était l'existence de deux États, dont un État palestinien libre et souverain, chose que refuse aujourd'hui encore Israël. Ne pensez-vous pas, Ibrahim Mathiam, que cette guerre atroce pourrait accélérer ce processus? Netanyahou, le Premier ministre israélien, ainsi que son gouvernement d'extrême droite, étant aujourd'hui très mal jugé par le peuple israélien lui-même. Il est en effet désavoué par une majorité de la population, mais surtout pour son projet sur la justice et la situation des militaires qui a donné lieu à des mouvements de protestation nombreux et des manifestations dans le pays, quasi hebdomadaires depuis un an. Je ne suis pas sûr cependant que le pays le déjuge concernant l'implantation des colonies juives en Cisjordanie et qu'il serait majoritairement favorable à un État palestinien. J'espère me tromper. Et si de toute cette horreur pouvait au moins ressortir un élément positif, comme la création d'un État palestinien indépendant, alors toutes ces malheureuses victimes, de part et d'autre, ne seraient pas mortes pour rien. Et je crains que le chemin ne soit long avant d'en arriver là. Biden est donc reparti de Tel Aviv avec au moins une bonne nouvelle, celle de l'ouverture d'un corridor humanitaire avec l'Égypte, que le président de ce pays refusait encore la veille. Comment analysez-vous ce brusque revirement du chef d'État égyptien Al-Sisi? Celui-ci a été bien obligé d'accepter cette concession qui lui permet de sauver la face vis-à-vis du monde arabe, alors qu'il se refusait obstinément à laisser entrer dans le Sinaï des Gazaouis fuyant les bombardements. Il est vrai qu'il redoute, s'il acceptait ce passage, en nombre qu'Israël referme ensuite les portes de Gaza et empêche le retour des habitants chez eux à Gaza, ce qui est probablement vrai. Il redoute aussi l'infiltration en Égypte d'éléments armés du Hamas, à un moment où il lutte lui-même contre l'influence dans son pays des frères musulmans, d'où est issu le Hamas. De toutes les façons, ce corridor humanitaire est une obligation avec l'approvisionnement en médicaments et en nourriture en vertu de la Convention de Genève, de même que la fourniture d'eau et d'électricité à Gaza. Et en l'interdisant, Israël se mettait au banc des nations. Il n'en reste pas moins que le passage d'une vingtaine de camions, même de 38 tonnes chacun, c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins. Il va falloir augmenter et multiplier très vite ces fournitures, sinon on va droit vers une catastrophe humanitaire. À Pékin, ces jours-ci, on a donc fêté les retrouvailles entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à l'occasion du Forum des Nouvelles Routes de la Soie à Pékin, donc en présence de chefs d'État de quelques 130 pays de la zone asiatique, ou de ce qu'on appelle les pays du Sud. À cette occasion, le président chinois a indiqué
que les volumes d'échanges commerciaux bilatéraux entre la Chine et la Russie, donc, avaient atteint un pic historique. Doit-on en déduire que la guerre que mène la Russie en Ukraine, au-delà d'un rapprochement diplomatique, favorise le business entre ces deux pays? Je ne suis pas certain que cette agression favorise de quelque manière les relations commerciales Russie-Chine. Je crois davantage que la Chine profite des sanctions occidentales pour en tirer quelques bénéfices commerciaux supplémentaires. Ce rapprochement sino-russe permet à Vladimir Poutine de sortir de son isolement. C'est quand même son premier déplacement dans une grande puissance du moins, depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, qu'il a isolé sur la scène internationale. Est-ce que néanmoins il n'y a pas, avec les routes de la soie et les nombreux et importants projets d'infrastructures portés par Pékin, un certain déséquilibre en faveur de la Chine qui pourrait demain nuire à la Russie? C'est bien possible, mais je pense que Vladimir Poutine est plus concerné par le présent que tourné vers l'avenir, car il s'agit avant tout pour lui de boucher les voies d'eau dans sa politique intérieure, et tant pis si ces nouvelles routes de la soie ne sont pas pour lui totalement gagnant-gagnant. Il agit de façon pragmatique, pressé par les événements et moins de manière visionnaire. On a un peu l'impression que la Chine, avec ses nouvelles routes de la soie, entend instaurer un nouveau type de commerce mondial. Est-ce aussi votre sentiment? Tout à fait. De même qu'elle entend substituer à l'ordre mondial actuel, centré autour des pays occidentaux, un nouvel ordre multipolaire avec les pays du Sud. C'est dans le droit fil de sa stratégie actuelle. J'en parlais en présentant le sommaire de notre magazine. La situation au Soudan ne cesse d'inquiéter car la guerre n'en finit pas entre les deux factions militaires rivales, au point que l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, parle de la plus grande crise au monde de déplacement à l'intérieur d'un pays, avec plus de 7 millions de personnes. Quelle issue voyez-vous à cette situation dramatique, Ibrahima Thiam? Je pense que si elle existait, elle aurait déjà été mise en œuvre, sauf à vous répondre qu'il faudrait que les combats cessent entre les belligérants, à savoir les militaires et les paramilitaires. Il faut croire que cette tragédie humaine de leur peuple les laisse indifférents. Songez que sur les 7 millions de déplacés, 3 sont originaires de la capitale, Khartoum, où se situe l'épicentre du conflit qui a éclaté en avril dernier. Il faut aussi compter sur le million d'individus, hommes, femmes et enfants, qui ont fui vers les pays voisins, en particulier le Tchad, mais aussi en Égypte, en Éthiopie, en République centrafricaine et en Libye. J'ajoute, Jean-Yves Duval, alors que vous avez écrit il y a peu un roman sur les enfants soldats en Afrique, que l'ONU lance un cri d'alarme sur le recrutement et l'utilisation d'enfants préalablement enlevés à leur famille par les groupes armés. Nous avons là un trafic d'êtres humains abominable et inacceptable, car ces enfants sont dans un état de vulnérabilité absolue. Malheureusement, il s'agit là d'une pratique ancienne au Soudan. Elle existait déjà lors de la guerre au Darfour, qui a sévi de 2003 à 2020. Il y a plus qu'urgence que la communauté internationale mette tout son poids dans la balance afin de faire cesser ce chaos. Puisque vous évoquez le sort de ces enfants soldats, dont je parlais en effet dans ma récente fiction, Amadou, l'enfant soldat du Sahel, je voudrais vous préciser que les États-Unis viennent de restreindre leur coopération militaire avec Kigali, le Rwanda utilisant précisément des enfants soldats pour le compte du groupe armé M23. À ce moment de l'émission, j'aimerais que nous disions quelques mots sur les 2 attentats islamistes commis sur le sol européen ces derniers jours. À Arras, d'un côté, avec l'assassinat d'un professeur d'histoire, et en Belgique de l'autre, avec le meurtre de 2 Suédois.
Voyez-vous là une relation de cause à effet avec ce qui se passe actuellement au Proche-Orient? Pas nécessairement, du moins. Dans le cas de la Belgique, où on peut plutôt rapprocher l'acte criminel contre 2 supporters suédois au fait qu'il y a quelques semaines, on a brûlé plusieurs Corans dans ce pays. Cet attentat terroriste exprime plutôt une réaction épidermique et circonstanciée d'un individu radicalisé. Dans le cas d'Arras, en revanche, on peut éventuellement faire un rapprochement avec la guerre entre les Israéliens et le Hamas. Mais seule l'enquête qui va être conduite par les juges d'instruction permettra de le dire. Je profite de l'occasion pour dire que je m'associe au deuil de ces familles et de la communauté éducative française au moment où on fêtait le triste anniversaire de l'assassinat d'un autre enseignant, Samuel Paty. Ne redoutez-vous pas que cette ambiance dramatique n'alourdisse encore le dossier de l'immigration en Europe et ne ferme un peu plus les frontières aux demandeurs d'asile? C'est vraisemblable, car l'émotion bien naturelle des opinions publiques va sans doute conduire à un durcissement de la législation actuelle. Ce qui sera sans doute le cas dans le projet de loi immigration qui va être prochainement discuté au Parlement français. C'est l'objectif voulu par les terroristes qui ne souhaitent qu'une chose, la montée de la xénophobie et du racisme, comme l'objectif du Hamas était de saboter les accords de paix d'Oslo et les pourparlers entre Israël et les pays arabes. Ces actions terroristes, outre le nombre incalculable de victimes innocentes de part et d'autre, visent à créer un climat de haine entre les communautés en vue d'un éventuel affrontement. C'est pourquoi tout doit être fait pour qu'ils ne puissent pas gagner, car sinon c'est la désagrégation de nos sociétés qui est en cause. J'aimerais maintenant avoir votre réaction à une question d'actualité qui, si elle n'était pas empreinte de gravité, pourrait être rocambolesque. On vient en effet d'apprendre la tentative d'évasion du président Mohamed Bazoum, ancien chef d'État donc du Niger, retenu prisonnier par la junte militaire au pouvoir à la suite d'un coup d'État, avec sa famille, 2 cuisiniers et 2 éléments de sa sécurité. La petite troupe a été finalement arrêtée en chemin. Qu'en pensez-vous? Qu'un chef d'État retenu contre son gré, illégitimement et illégalement, par des auteurs d'un putsch militaire, veuille se soustraire à ses geôliers, paraît tout ce qu'il y a de plus normal. On ne sait pas grand-chose de cette tentative d'évasion. On a évoqué l'existence d'hélicoptères d'une puissance étrangère au moment où les bases militaires françaises sont évacuées du Niger. Suivez mon regard. Si tel est le cas, il faut bien reconnaître que le plan pour soustraire le président Bazoum aux militaires est loin d'être parfait. Il y a une autre hypothèse, à savoir que la junte présenterait ce scénario alors fabriqué de toutes pièces pour durcir les conditions de détention de l'ancien président de la République. Ce n'est pas à exclure. Affaire à suivre donc, nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions. J'aimerais que l'on termine ce carte sur table, après une actualité quelque peu pesante due à la situation internationale au Proche-Orient, par 2 nouvelles plutôt réjouissantes. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut s'en réjouir, alors profitons-en. 2 nouvelles qui ont distingué l'engagement courageux de 2 femmes, à savoir la remise du prix Nobel de la paix 2023, donc qui a été remis il y a peu de temps, à la journaliste et militante pour les droits des femmes iranienne Narges Mohammadi. Qu'avez-vous envie de dire, Ibrahima Thiam? Que le comité norvégien ne pouvait faire un meilleur choix, car cette distinction, à travers cette personne, reconnaît aussi le mouvement de protestation dans son ensemble, veuillez m'excuser, qui a été déclenché après le décès de Mahsa Amini, il y a plus d'un an.
Désormais, la sinistre prison d'Evin à Téhéran compte dans ses cellules un prix Nobel de la paix, une femme courageuse et déterminée. Je salue ce choix et je souhaite que les autorités iraniennes vont maintenant la libérer. Souhait bien sûr que nous partageons tous. Et la deuxième distinction sur laquelle je voulais aussi votre commentaire concerne la remise du prix Sakharov des droits de l'homme à une autre femme, la jeune kurde iranienne Mahsa Amini, dont nous venons de parler. Rappelons que ce prix est d'ailleurs la plus haute distinction de l'Union européenne en matière de droits de l'homme. Eh bien là encore, je m'en félicite, car cette jeune femme, décédée en septembre 2022, 3 jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne pour port de vêtements inappropriés, méritait d'être honorée, même à titre posthume, pour avoir osé braver les interdits des mollahs. Je précise d'ailleurs, Ibrahim Attam, que ce n'est pas la première fois que le prix Sakharov est remis à titre posthume. Cela avait déjà été le cas, souvenez-vous, en 1998, lors de la création même du prix. Il avait été alors remis à Nelson Mandela et à un dissident soviétique, Anatoly Marchenko, décédé 2 ans plus tôt. Et il a été également remis en 2011 à un Tunisien, Mohamed Bouazizi, dont la mort avait été le déclencheur de ce que l'on a appelé plus tard les printemps arabes. En tous les cas, merci Jean-Yves Duval d'avoir permis qu'on évoque ce midi sur Diaspora Vision ces 2 jeunes femmes iraniennes courageuses, victimes de la répression du régime de Téhéran. Il est vrai aussi que si certains pays et régimes totalitaires détestent tant l'Occident, c'est en partie justement sur cette question, la défense des droits de l'homme, dont ils détestent entendre parler. Eh bien, ce sera le mot de la fin, et c'est en effet le fossé immense qui sépare les démocraties des régimes autoritaires. Je vous remercie, Ibrahim Attam, d'avoir répondu à mes questions. Merci aussi à nos auditeurs pour leur fidélité renouvelée chaque semaine à notre magazine de géopolitique Cartes sur table. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine et à vous donner rendez-vous samedi prochain. Même lieu, même heure, si vous le voulez bien. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Cartes sur table. Cartes sur table avec Ibrahim Attam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahim Attam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Cartes sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale, c'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.